J'ai ignoré le dernier message de mon fils. Aujourd'hui, il lui manque une main et une jambe, et toute notre famille nous hait. C'est un fardeau que je porterai jusqu'à ma tombe. Je n'en suis pas fier. Peut-être que l'écrire m'aidera à le digérer, même si je sais que la plupart des gens ne me pardonneront jamais et que je ne le mérite probablement pas. Moi, 47H. Je dînais avec ma femme, 45 ans, et notre fille, 17F, pour célébrer son acceptation à l'université. Elle a toujours été notre enfant en or, intelligente, dévouée, éloquente. Nous avons fait d'énormes sacrifices pour lui assurer un avenir. Cette soirée était entièrement dédiée à elle. Un dîner privé. Seulement nous trois, sans distraction. Mon fils, 19h, n'était pas invité. Il est différent, silencieux, un peu maladroit. Depuis qu'il a 18 ans, nous nous heurtons souvent. Il a toujours été très proche de son ami d'enfance, Josh, 19h, et passe plus de temps avec lui qu'avec nous. Il est récemment revenu vivre à la maison, le temps de décider entre l'université et une école technique. Il y réfléchissait encore. Pendant que nous mangions, mon téléphone a vibré. C'était Josh. Je l'ai ignoré. Puis il a rappelé, et encore. Ma femme leva les yeux au ciel. Pourquoi continue-t-il d'appeler? Il cherche sûrement ton fils, murmura-t-elle. Ils vont s'arranger, ai-je dit. Puis Josh a appelé le téléphone de ma femme. Puis, la ligne fixe. Après la 5e ou 6e tentative, j'ai explosé. J'ai décroché et dit quelque chose comme « Si mon fils n'a pas la décence de se présenter à un dîner où il n'était même pas invité, alors dis-lui de faire ses valises et de partir. C'est fini. Nous avons terminé. Nous célébrons de vrais accomplissements. » J'ai raccroché avant d'entendre la réponse de Josh. Ma femme a ricané. Il était temps. Ma fille souriait en ouvrant l'un des cadeaux que nous lui avions achetés. J'ai servi plus de vin. Quand nous sommes rentrés, la police nous attendait dehors. Ma première réaction fut l'irritation. J'ai demandé si mon fils avait fait quelque chose de stupide, s'il s'était battu ou je ne sais quoi. L'un des officiers, à peine plus âgé que mon fils, est passé d'une expression impassible à livide. « Monsieur, votre fils est à l'USI. Il a été renversé par une voiture. Il est entre la vie et la mort. Nous essayons de vous joindre depuis plus d'1 heure. Son ami a fait tout son possible. Vous devriez peut-être consulter votre téléphone. » Ma femme a instinctivement vérifié le sien. Elle a hurlé. Tout y était. Messages vocaux, appels manqués, SMS de Josh disant « S'il vous plaît. Votre fils a été percuté. » C'est grave, disent-ils. S'il vous plaît, répondez. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu la dernière photo que Josh avait envoyée. Mon fils sur le trottoir, du sang s'accumulant autour de lui, sa jambe tordue de manière anormale, les yeux à peine ouverts. Un inconnu pressait son bras pour arrêter l'hémorragie. L'écran de son téléphone était brisé, taché. Nous nous sommes précipités à l'hôpital. Au début, les règles de l'USI nous interdisaient l'accès. Quand nous l'avons finalement vu, nous l'avons à peine reconnu. Des tubes, des fils, des machines qui bipaient. Sa jambe gauche n'était plus là, on lui avait amputé la main droite. Son visage était enflé, ses côtes brisées. Ils ont dit qu'il pourrait ne pas survivre aux prochaines 24 heures. Le père de Josh était dans la salle d'attente. Dès qu'il m'a vu, il s'est jeté sur moi et m'a asséné un coup de poing si violent que je suis tombé au sol. Espèce de putain de monstre. Cracha-t-il. Ton fils se vidait de son sang dans la rue pendant que tu trinquais au champagne. Tu as dit à Josh de lui dire de faire ses valises et de foutre le camp. Il célébrait pendant que ton gamin était en train de mourir. Je ne me suis pas défendu. Une semaine a passé. La police enquête toujours sur l'accident, un délit de fuite. Aucune piste pour l'instant. Et puis, ça a empiré. Josh a mis une vidéo sur TikTok, incluant l'audio de mon appel. Celle où je lui disais de dire à mon fils de faire ses valises et de partir, que nous célébrions de vrais accomplissements. Il l'a légendé, voici ce que son père a dit pendant que son fils se vidait de son sang sur le trottoir. Après un délit de fuite, il a perdu une jambe et une main. Il célébrait pendant qu'il mourait. La vidéo est devenue virale. Les gens ont découvert qui nous étions. Ils ont tracé les réseaux de ma fille, le Facebook de ma femme, et ont mis en pièces toutes nos photos de famille. Ils sont furieux.
Et honnêtement, ils ont raison. Ma fille a essayé de poster une vidéo parlant de son frère, tentant de limiter les dégâts, peut-être pour montrer qu'il comptait pour elle, mais les commentaires ont été brutaux. On l'a traitée de fausse, de menteuse, d'insensible, de privilégiée. Chaque publication qu'elle faisait était submergée de haine. Elle a supprimé son TikTok, Instagram, tout. Ses amis ont aussi commencé à prendre leur distance. Certaines lui ont dit directement qu'elle ne voulait pas être associée à elle. D'autres ont simplement disparu. Maintenant, une image virale circule. Une photo de nous à ce dîner, champagne à la main, souriant autour de la table, juxtaposée à une photo de mon fils à l'USI, branché aux machines, le corps brisé. La légende, il célébrait pendant qu'il mourait. Mon fils est toujours inconscient, il ne s'est pas réveillé. Les médecins disent que s'il survit, sa vie ne sera plus jamais la même. Et la nôtre non plus. Mise à jour, la situation est hors de contrôle et ne cesse d'empirer. Cela fait un peu plus d'une semaine que tout a explosé sur Internet, et honnêtement, je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. Ma fille n'est pas sortie de sa chambre depuis des jours. Elle s'est complètement barricadée. Elle mange à peine, refuse d'aller à l'école. Ma femme a tenté de la réconforter, mais chaque tentative se termine par le silence ou les pleurs. Elle ne me regarde même pas. Ma femme, de son côté, commence à paniquer. Elle répète que nous devrions parler à un avocat, que nous devons faire retirer cette vidéo. Elle insiste sur le fait que cela nous détruit, que cela affecte notre fille, nos carrières, tout. Nous rendons visite à notre fils tous les jours. Il est toujours inconscient, branché aux machines. Il n'y a pas d'amélioration claire, juste des mots vagues comme « stable », mais critiques. Les dommages en dehors de l'hôpital sont tout aussi dévastateurs. Ma femme a été discrètement déplacée dans un autre bureau à son travail après que des gens ont commencé à envoyer des courriels et des avis l'alliant à la famille qui célébrait. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a clairement été retirée de son rôle initial. Quant à moi, je suis aussi sous surveillance. Les ressources humaines m'ont demandé de cesser de rencontrer des clients jusqu'à ce que les choses se calment. Sauf que les choses ne se calment pas, elles s'étendent. La situation à l'école de ma fille a été un autre cauchemar. Elle participait à plusieurs activités parascolaires de leadership. Plus maintenant. Ni les professeurs ni les étudiants n'ont rien dit directement, mais nous avons reçu un message officiel l'informant qu'elle était relevée de ses fonctions. Personne ne veut travailler avec elle. Pour couronner le tout, elle a été appelée à la maison par son employeur à temps partiel pour lui demander de ne pas revenir pour le moment. Apparemment, des gens laissaient des douzaines d'avis négatifs en ligne, allant même jusqu'à étiqueter l'entreprise dans des publications. Puis, le coup final est arrivé. Quelqu'un a divulgué des captures d'écran de messages entre elle et ses amis d'avant l'accident. Des moqueries envers son frère, le traitant des mots et d'inutile, disant des choses comme « il est sûrement enfermé dans sa grotte encore ». Cela a déclenché un autre incendie sur les réseaux sociaux. Les commentaires haineux sont devenus nucléaires. Les membres de la famille ont aussi commencé à s'éloigner. Ils sont restés silencieux. Pas de discussion de groupe, pas d'appel, rien. Sauf ma mère. Sa grand-mère est arrivée sans prévenir. Elle est fragile, elle entre et sort de l'hôpital ces dernières années. Elle est arrivée furieuse. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a donné 2 gifles. Elle pleurait, criait, « Comment as-tu pu laisser cela arriver? Comment as-tu pu être si cruel? C'est ton fils. » Elle était tellement bouleversée qu'elle a eu du mal à respirer et nous avons failli devoir l'emmener aux urgences. J'ai dû la supplier de s'asseoir pour se calmer, mais je ne pouvais même pas la regarder dans les yeux. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Notre fils est toujours inconscient. Notre famille s'écroule, et le monde entier a vu l'instant précis où nous avons décidé de le rejeter. Je ne sais pas s'il y a un moyen de revenir en arrière après ça. Mise à jour 2, je n'aurais jamais cru que les choses pourraient devenir plus lourdes qu'elles ne l'étaient déjà, mais cette dernière semaine m'a prouvé le contraire. Il y a quelques jours, notre fils a dû être emmené en chirurgie d'urgence. C'était inattendu. Les machines se sont mises à sonner, et ils nous ont dit qu'il avait une petite hémorragie cérébrale qui empirait. Le médecin a dit que c'était une situation critique, minute par minute. Ils l'ont presque perdu plus d'une fois pendant l'opération. Nous sommes restés dans cette salle d'attente complètement engourdis, priant un Dieu auquel nous n'avions pas parlé depuis des années. Heureusement, ils ont réussi à arrêter l'hémorragie à temps. Il est toujours inconscient, mais de nouveau stable, sans nouvelle inflammation,
sans nouvelles complications pour l'instant. Quant à notre fille, l'école a décidé de la faire passer à des cours entièrement en ligne pour sa propre sécurité. Elle n'est pas revenue sur le campus depuis que tout est devenu viral. Elle était autrefois pleine de vie, d'ambition, de confiance. Elle avait un avenir brillant devant elle, une véritable chance d'obtenir une bourse complète. Elle venait de se voir offrir un stage très convoité dans une prestigieuse entreprise de marketing associée à une société technologique mondialement reconnue. C'était son rêve, tout ce pourquoi elle avait travaillé. Elle a reçu le courriel hier matin, offre annulée. La raison, en raison de la récente controverse publique et de l'attention que votre nom a suscité, nous avons décidé de retirer notre offre de stage. Elle l'a lu à voix haute dans le salon, puis elle s'est effondrée, pleurant plus fort que je ne l'avais jamais vue pleurer de ma vie. Ma femme a essayé de la réconforter, mais le mal était fait. Elle répétait encore et encore, pourquoi ai-je dû ouvrir la bouche? Et pourquoi ai-je posté quelque chose? Je ne savais pas quoi lui dire. Mais ensuite, il y a eu autre chose, quelque chose qui a brisé le peu qui restait de ma fierté. Une lettre d'une des meilleures universités. C'était une lettre d'acceptation pour mon fils. Ma femme l'a ouverte alors que nous trions le courrier. Elle est restée figée en voyant son nom en haut. Puis elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. La lettre était datée du jour de son accident. Il avait été accepté, il était rentré, et il ne nous l'avait jamais dit. C'est là que j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. J'ai cherché d'anciens messages que je n'avais pas pris la peine de lire dans le chaos de cette nuit-là. Il était là, un message de mon fils, « Salut, on peut tous dîner ensemble ce soir? Je veux juste qu'on soit ensemble, juste une fois. » Il n'a jamais dit pourquoi. Il n'a jamais dit pourquoi. Je l'ai ignoré parce que j'étais trop occupé à célébrer ma fille. Je me suis assis sur le canapé avec cette lettre entre les mains et j'ai compris qu'il essayait toujours de nous impressionner. Il essayait toujours de faire partie de cette famille. Même après toutes les disputes, même après l'avoir fait se sentir comme un étranger, il voulait toujours être vu, être aimé. Quant à ma mère, sa grand-mère, elle est devenue une force de la nature. Malgré sa fragilité, elle vit pratiquement à l'hôpital, refusant de le laisser seul. Les infirmières l'aiment et la détestent parce qu'elle ne se repose pas, elle ne cesse de lui parler, de lui brosser les cheveux, de lui lire à voix haute, de crier après les médecins lorsqu'elle pense qu'il ne bouge pas assez vite. Elle a réuni une partie de la famille élargie pour aider aussi quelques cousins, une tante. Ils se relaient pour veiller sur lui. Ma mère a dit, si ses parents ne le protègent pas, son sang le fera. J'ai perdu le respect de ma mère. Ma fille a perdu son avenir. Ma femme pleure plus qu'elle ne parle maintenant, et mon fils, que j'ai traité comme un fardeau, ne se réveillera peut-être jamais pour nous entendre dire que nous avions tort. Mise à jour 3 quelques semaines se sont écoulées depuis la dernière publication, et sincèrement, j'ai l'impression de marcher parmi les décombres de quelque chose que j'ai moi-même détruit. Il n'y a plus moyen d'échapper à cela. Tout a atteint un point critique lorsque plusieurs membres de notre famille, certains que nous n'avions pas vus depuis des années, se sont présentés à notre porte. Ma mère, qui passe toujours la plupart de ses journées à l'hôpital, a coordonné une réunion de famille et a clairement fait comprendre que nous n'avions pas le choix. Ils nous ont prévenus une semaine à l'avance et, étonnamment, ils étaient organisés. Ils ont demandé que notre fille ne participe pas, c'est une enfant dans tout ça. Qu'on le veuille ou non, nous a dit une de mes cousines. Je n'ai pas discuté. Le jour de la réunion, il y avait plus d'une douzaine de personnes. Certaines avaient conduit des heures pour être là, et elles sont arrivées préparées. Elles nous ont demandé de nous asseoir et d'écouter, et c'est ce que nous avons fait. Elles n'ont rien retenu. Elles nous ont dit clairement et calmement que le favoritisme que nous manifestions envers notre fille n'était pas seulement évident, il était insultant. Que tout le monde l'avait vu, l'avait commenté dans notre dos et avait même essayé de le mentionner doucement au fil des ans, mais que nous l'avions toujours ignoré, nié, dit qu'ils exagéraient. Cette fois, elles sont venues avec des exemples. Ma mère a été la première à parler, les énumérant un par un. L'ordinateur portable neuf que nous avions acheté à notre fille dès qu'elle l'avait demandé, la voiture pour laquelle nous avions contracté un prêt juste pour qu'elle puisse se rendre à son travail à temps partiel, le voyage familial que nous lui avions offert pour son anniversaire et auquel notre fils n'avait même pas été invité parce qu'il n'en profiterait pas. La façon dont nous parlions toujours de son avenir, de ses rêves, de sa bourse, alors que notre fils avait dû économiser chaque centime pour s'acheter un ordinateur portable d'occasion, et la voiture délabrée qu'il conduisait venait de son oncle. Ce dernier détail fut celui qui fit le plus mal, car c'était vrai,
et je n'avais aucune façon de le justifier. Ensuite, un de nos cousins plus âgés a demandé sans détour, « Votre fils avait-il au moins un fonds universitaire ?» Nous n'avons pas pu répondre. Nous en avions un pour notre fille, mais nous n'avions jamais envisagé d'en commencer un pour lui. Non pas parce que nous nous en fichions, mais parce que nous avions toujours supposé qu'il ne l'utiliserait pas bien, qu'il n'était pas prêt. Des excuses creuses. Ce silence fut toute la confirmation dont ils avaient besoin. Avant de partir, ma mère a dit clairement que notre fils ne reviendrait pas à la maison une fois qu'il serait guéri. Nous l'accueillerons. Il mérite d'être entouré de gens qui le voient, a-t-elle déclaré. Et elle a ajouté, si nous devons impliquer des avocats, nous le ferons. Ils sont partis peu après, sans un mot de plus. Pas d'étreinte maladroite, rien, juste le bruit des portes qui se ferment et des moteurs qui s'éloignent. Plus tard cette nuit-là, nous avons découvert que notre fille avait entendu des parties de la conversation. Elle s'est enfermée dans sa chambre à nouveau, mais cette fois, elle pleurait, non de rage, mais de culpabilité. Elle est finalement sortie et s'est assise avec ma femme, sanglotant. Elle a admis qu'elle avait toujours su que nous la favorisions. Elle a dit, je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai juste pensé que c'était comme ça que ça devait être. Ses notes ont commencé à chuter. Ses professeurs nous ont contactés. Elle s'est retirée de tout. Cette énergie brillante et ambitieuse que nous louions a disparu. Et mon fils ne se réveille toujours pas. Il est stable, mais toujours inconscient. Les médecins disent que c'est une question d'attente. Quant à ses amis, surtout Josh, ils ont clairement exprimé ce qu'ils pensent de nous. Josh continue de publier des mises à jour en ligne, nous critiquant, et cela continue de se répandre. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est ce qu'il a fait ensuite. Il a créé une campagne GoFundMe, non pas pour lui, non pour attirer l'attention, mais pour couvrir les frais médicaux de mon fils. Et elle grandit rapidement. Des milliers de personnes donnent, laissant des messages comme « Il mérite mieux que ». Nous sommes avec toi, gamin. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes brisés. Nous avons honte. Le monde fait plus pour lui que nous n'en avons fait quand il avait le plus besoin de nous. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Mise à jour 4 après plus d'un mois de machine, d'attente interminable, d'une espérance qui ne tenait qu'à un fil, mon fils s'est enfin réveillé. Ce n'était pas soudain. Ce fut d'abord un simple éclat, un clignement faible, un léger mouvement des doigts. Les médecins nous ont dit de ne pas nous faire d'illusions, mais dans les heures qui ont suivi, il a commencé à réagir un peu plus jusqu'à ce qu'il soit finalement extubé. Il peut maintenant respirer par lui-même. Sa grand-mère était là à ce moment-là. Elle a été son soutien le plus inébranlable. Dès qu'il a ouvert les yeux, elle lui a pris la main et lui a dit qu'il était en sécurité. Mais rien, absolument rien, ne nous avait préparé à ce qui a suivi. Lorsqu'il a commencé à prendre conscience de son environnement, il a baissé les yeux. C'est là qu'il a réalisé les bandages et ce qui manquait. Sa main droite n'était plus là, ni sa jambe gauche. Il s'est mis à pleurer immédiatement, demandant « Que s'est-il passé ? Où est ma main ? Où est ma jambe ?» Sa panique fut instantanée. L'adrénaline a monté en flèche. Le rythme cardiaque s'est envolé. Il a tenté de bouger, lutter contre le lit, et les médecins sont accourus. Ils craignaient qu'il n'ouvre ses sutures. Ils ont dû le calmer avec des sédatifs pour le tranquilliser. La dernière chose qu'il a réussi à dire avant de s'évanouir fut de demander à sa grand-mère « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Cela nous a tous brisés. Quant à ma fille, nous l'avons mise en thérapie. Elle est plus silencieuse, plus renfermée. Elle rend maintenant visite à son frère régulièrement, toujours assise à ses côtés, quand personne d'autre n'est dans la pièce. Plus d'une fois, je suis entré et je l'ai trouvé en train de pleurer en silence, lui murmurant des excuses, le suppliant de se réveiller, promettant des choses qu'elle ne sait même pas si elle pourra tenir. Elle était là la nuit avant qu'il ouvre les yeux. Elle est restée jusqu'à ce que l'infirmière lui demande de partir et est revenue dès qu'elle a appris qu'il était réveillé. Quant à la campagne GoFundMe lancée par Josh, elle a largement dépassé tout ce que nous imaginions. Elle a excédé le montant nécessaire. Des dons de personnes du monde entier affluent sans arrêt. Beaucoup laissent des commentaires disant qu'ils voulaient que mon fils se rétablisse malgré ceux qui l'ont laissé tomber. Le père de Josh s'est assuré que l'argent aille directement à l'hôpital et à la fiducie médicale de mon fils. Nous n'avons accès à rien. Lorsque nous l'avons remercié, il a simplement dit « Je ne voulais pas que vous le dépensiez pour une nouvelle voiture pour votre enfant en or.
Je n'ai même pas répondu parce qu'il avait raison. La vérité blesse et nous devons la porter. Mise à jour 5. Quelques jours se sont écoulés depuis que mon fils s'est complètement réveillé, et chaque instant depuis est un mélange de soulagement, de culpabilité et d'une douleur qui semble parfois insupportable. Physiquement, les médecins disent qu'il guérit. Miraculeusement, il n'y a eu aucun dommage neurologique dû à l'accident, mais émotionnellement, il est brisé. Ils nous avaient prévenu qu'un tel traumatisme ne disparaissait pas comme ça. Et ils avaient raison, il est dévasté par ce qu'il a perdu. Une des choses qui l'a le plus frappé est qu'il jouait de la guitare, pas seulement comme un passe-temps. Il était bon, c'était son échappatoire, sa passion, une énorme partie de son identité. Et maintenant, avec sa main droite perdue, cette partie de sa vie est derrière lui. Il n'a pas dit grand-chose, mais quand il a compris, quand il l'a vraiment assimilé, il est resté à fixer son moignon pendant près de 20 minutes avant de s'effondrer complètement. Il n'a pas crié, n'a rien frappé, il a juste pleuré, et cela m'a détruit. Il ne se souvient pas non plus de l'accident, du moins pas clairement, juste quelques flashs ici et là, mais rien de concret. La personne qui l'a percuté est toujours en liberté, sans piste, sans témoin, au-delà de ces secondes chaotiques. Nous avions demandé à la famille de ne pas lui parler de la vidéo ni de ce qui avait été dit cette nuit-là. Nous voulions lui expliquer nous-mêmes, lui adoucir le coup, mais Josh est arrivé le premier. Et nous ne le blâmons pas. Il était là dès le premier jour. C'est lui qui a appuyé sur la blessure pour freiner l'hémorragie, qui l'a maintenu en vie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. C'est lui qui criait aux passants pour demander de l'aide. La vérité est que Josh a tout vu, et les enregistrements, les photos, l'audio, la vidéo n'étaient pas son œuvre. Ils ont été faits par un passant. Josh n'était même pas au courant de l'audio jusqu'à ce que quelqu'un le lui envoie après. Il n'a jamais voulu que ça devienne viral, il était juste désespéré que quelqu'un, n'importe qui, fasse attention. Quand mon fils a vu cette vidéo, l'appel dans lequel je disais à Josh de dire à mon fils de faire ses valises et de partir, il nous a confrontés. D'une voix brisée, il nous a demandé, « Est-ce vrai ?» Je ne lui ai pas menti. Je l'ai admis. J'ai dit ces mots. Je les ai dit au gamin qui essayait de lui sauver la vie. Sa grand-mère était dans la pièce lorsque tout s'est passé. Elle a essayé de lui expliquer. Nous avons essayé de nous excuser. Mais il nous a regardés, surtout moi, et a simplement dit, « Partez ». Cette même nuit, l'assistante sociale de l'hôpital nous a contactés très délicatement. Elle nous a dit que notre fils ne voulait pas nous voir pour l'instant et nous a demandé de respecter sa décision. Nous avons accepté. Quelle autre option avions-nous? Nous vérifions son état de loin. Sa grand-mère nous tient informés. Certains cousins ont commencé à lui rendre visite plus souvent. Ils occupent le rôle que nous avons abandonné. Au travail, les choses ne vont pas mieux. Je me maintiens à peine en poste. Les gens ne me parlent que lorsque c'est absolument nécessaire. Les regards de côté, les silences inconfortables. Chaque fois que j'entre dans une pièce, je peux sentir le jugement. Ma femme vit la même chose sur son lieu de travail. Elle dit qu'elle essaie de ne plus pleurer dans la salle de pause. Nous gardons tous les deux la tête basse. Aucun de nous n'est en position de chercher un nouvel emploi, et nous avons toujours besoin de l'argent. La campagne GoFundMe a énormément aidé, mais il y a encore des dépenses. Soins à long terme, thérapie, ajustement de vie. Nous avons dit que nous étions désolés. Nous avons dit que nous ne savions pas ce qui se passait cette nuit-là, mais le dire à voix haute n'allège pas le poids. Quant à notre fille, elle est retournée à l'école, mais elle est silencieuse, isolée. Ses postes de leadership sont perdus. Elle déjeune seule. Les gens l'évitent, non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais aussi à cause des messages divulgués, ceux où elle se moquait de son frère avant l'accident. Elle pleure souvent, mais essaie de se concentrer sur ses études. C'est la seule chose qui lui reste, et même cela semble ne tenir qu'à un fil. Ce n'est pas quelque chose dont nous nous remettrons un jour. Nous avons blessé notre fils, nous l'avons laissé tomber, et maintenant nous vivons chaque jour au milieu des conséquences de nos propres décisions. Mise à jour 6. Quelques mois ont passé depuis que mon fils s'est réveillé, et la distance entre nous n'a absolument pas changé. Il ne veut toujours pas nous voir, ni moi, ni sa mère, ni même sa sœur. Il s'est concentré sur sa guérison, thérapie physique, ergothérapie, soutien psychologique. Il se pousse à la limite, luttant contre la douleur, apprenant à vivre avec une seule main et une seule jambe. Chaque mise à jour que nous recevons vient de sa grand-mère ou de l'assistante sociale de l'hôpital.
Nous n'avons pas vu son visage depuis le jour où il nous a demandé de partir. Nous essayons d'aider dans l'ombre, faisant ce que nous pouvons sans envahir son espace. Ma femme et moi nous sommes assis il y a quelques semaines et avons eu une conversation difficile au sujet des factures médicales qui ne cessent de s'accumuler. L'assurance n'a pas tout couvert, et nous savions que le coût des prothèses, de la réadaptation et de la thérapie continue allait complètement changer nos vies. Nous avons donc pris une décision. Nous avons parlé à notre fille et lui avons expliqué que nous devions liquider la totalité, y compris le fonds universitaire que nous avions réservé pour elle, afin d'assurer que son frère ait les meilleurs soins possibles. Elle a accepté. Elle nous a dit qu'elle se sentait terrible pour les choses qu'elle avait dites sur son frère avant l'accident, qu'elle s'était sentie à l'aise de dire ces choses uniquement parce qu'elle nous avait entendu dire des choses pires, qu'elle pensait que c'était normal, que pendant si longtemps nous l'avions tous traitée comme une nuisance, qu'elle n'avait même pas réalisé à quel point elle était devenue cruelle. Cela nous a frappé en plein cœur. Nous l'avons élevée comme ça. Cette cruauté venait de nous. Elle nous a même dit de vendre la voiture que nous lui avions achetée, qu'elle ne la méritait pas. J'ai contacté ma mère et je lui ai tout raconté, la décision, le fonds universitaire, la voiture, que nous étions prêts à faire le nécessaire pour donner à mon fils les meilleurs soins, même s'il nous haïssait. C'est laquelle m'a dit ce qu'il avait dit, dis-leur que je ne veux rien d'eux. Ni la voiture, ni l'argent, ni les factures médicales, rien. Qu'ils le gardent pour leur fille. Elle est leur avenir. Moi, j'ai toujours été leur erreur. Et maintenant qu'il me manque une jambe et une main, je ne suis qu'un échec encore plus grand pour eux qu'avant. Ma femme s'est effondrée en entendant cela. Je n'ai même pas su quoi dire. Comment réagir quand votre propre fils pense cela de lui-même, à cause de vous? Ma mère n'a rien édulcoré. Elle nous a regardé droit dans les yeux et nous a dit, ce sont les conséquences. C'est ce qui arrive quand vous traitez votre fils comme une pensée secondaire. Pourquoi l'avez-vous traité ainsi? Nous n'avons pas pu lui répondre. Vraiment pas. Chaque raison que nous donnions semblait ridicule dès que nous la prononcions. Des excuses, pas des explications. Peur de l'argent, stress, mauvaise communication. Rien ne justifiait la façon dont nous avons laissé tomber notre fils. Nous ne savons pas s'il pourra jamais nous pardonner. Nous ne savons même pas si nous le méritons. Nous continuons de payer les factures, même s'il ne nous parle plus jamais. Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'il soit pris en charge. C'est le moins que nous puissions faire. Mise à jour quelques semaines après cette dernière conversation avec ma mère, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Nous avons commencé à remarquer que les paiements des factures médicales de mon fils étaient annulés. Les sommes que nous avions transférées avec tant d'efforts, absolument tout, séances de thérapie, médicaments, réadaptation. Tout apparaissait soudain comme remboursé. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une erreur du système. Nous avons appelé le service de facturation de l'hôpital, confus, anxieux, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est là qu'ils nous ont dit, il y a un nouveau bienfaiteur qui couvre la totalité des dépenses médicales de votre fils. Lorsque nous avons demandé qui c'était, ils ont répondu qu'ils ne pouvaient révéler aucune information en raison des lois de confidentialité et de vie privée. Nous étions glacés, abasourdis, frustrés. Nous ne comprenions rien. Nous avons appelé ma mère, pensant que peut-être elle s'occupait de tout en silence. Mais quand nous lui avons parlé, elle nous a dit doucement, tout est couvert. Vous n'avez plus à vous soucier des factures. Concentrez-vous sur vos vies. Je lui ai demandé directement si c'était elle qui payait. Elle a dit que non. Alors qui, ai-je insisté. Elle est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre, quelqu'un d'autre prend le relais, et ton fils est majeur. Il peut prendre ses décisions. S'il te plaît, respecte-les. Cela a fait plus mal que je ne l'imaginais. Non par ingratitude, mais parce que cela confirmait quelque chose de plus profond. Notre fils faisait tout son possible pour nous sortir complètement de sa vie, de son rétablissement, de son avenir. Je ne vais pas mentir, cela nous a brisés. Nous avons consulté un avocat juste pour comprendre nos options, non pas pour nous battre contre lui, jamais, mais pour savoir s'il y avait un moyen de rester impliqué, même minimalement. Mais la réponse fut claire. Votre fils est majeur, il a droit à sa vie privée. S'il ne souhaite pas votre participation, vous ne pouvez pas intervenir. Nous nous sommes retrouvés sans force, impuissants. C'était comme perdre notre fils une seconde fois, mais cette fois nous étions conscients, éveillés, ressentant tout. Et puis, un autre coup est arrivé.
Nous avions contacté l'université où il avait été accepté avant l'accident. Nous voulions les informer de ce qui s'était passé, demander un report ou une prolongation, quelque chose qui lui permettrait de récupérer sans perdre son avenir universitaire. Mais quelqu'un d'autre s'en était déjà chargé. Le bureau des admissions nous a dit, oui, nous avons déjà été informés. Les arrangements nécessaires sont déjà faits en son nom. Nous ne savons pas qui l'aide. Nous ne savons pas combien de personnes sont impliquées, mais maintenant c'est évident, on nous laisse à l'extérieur. Ce n'est pas seulement de la distance, ce n'est pas seulement du silence, c'est un mur, un qu'il érige lui-même. Et le pire, c'est que nous comprenons. Nous avons échoué pendant des années, et maintenant que nous sommes enfin prêts à faire les choses bien, à réparer les dommages, à démontrer que nous avons changé, d'autres occupent déjà cette place. Des personnes qui ont gagné sa confiance, des personnes qui étaient là quand nous ne l'étions pas. Nous voulions nous racheter, lui montrer qu'il pouvait toujours compter sur nous, mais il est peut-être déjà trop tard. Mise à jour 8. Un certain temps s'est écoulé. Les choses ont été tendues pendant longtemps, mais maintenant, tout commence à se refroidir, non pas à s'améliorer, juste à devenir plus silencieux. Les seules mises à jour que nous recevons réellement sur notre fils proviennent désormais des publications que Josh met en ligne. Il partage de petits fragments de sa guérison, des photos, de brefs messages. C'est la seule façon dont nous le voyons maintenant, de loin, comme si nous étions des étrangers regardant de l'extérieur. Nous avons essayé de lui rendre visite. Nous l'avons vraiment fait, mais à chaque fois nous avons été rejetés. D'abord par les infirmières, puis par des messages discrets transmis par la famille. Finalement, nous avons reçu une notification légale. Il est devenu clair qu'il ne veut pas que nous soyons près de lui, et même si ça fait mal, nous avons dû le respecter. Un de ses cousins, qui a été à ses côtés depuis l'accident, m'a pris à part et m'a dit quelque chose que je ne peux pas oublier, s'il te voit maintenant, ça ne sera bon pour personne. Laisse-le guérir. Apparemment, notre fils s'est complètement concentré sur sa guérison. Mais il a aussi déchargé ses émotions, même contre ceux qui l'aident, non par rage, mais par douleur, par deuil, par frustration. Il sait qu'il le fait, il déteste le faire, mais les gens sont patients avec lui, ils comprennent, ils le soutiennent parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils étaient là quand nous ne l'étions pas. Cela fait mal. Mais ils ont raison. Quant au conducteur du délit de fuite, toujours rien. Aucune piste, aucune avancée, juste le silence. Celui qui a fait cela est toujours dehors, et chaque jour qui passe sans qu'il y ait de responsabilité ajoute une autre couche de douleur à tout cela. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons finalement découvert qui payait les factures médicales. Ce n'est pas un membre de la famille ni un bienfaiteur secret, c'est une institution médicale. Ils ont pris en charge la totalité parce qu'ils travaillent avec lui dans le cadre d'un programme avancé, axé sur les greffes de membres. Oui, c'est exact. Notre fils est maintenant programmé pour recevoir une jambe et une main d'un donneur, tous deux provenant d'un seul patient qui était dans le coma depuis des décennies. Sa famille a décidé d'honorer sa mémoire en aidant d'autres à pouvoir mener une vie pleine. Et notre fils a été sélectionné. Nous ne savons même pas comment gérer tout cela. C'est quelque chose qui change la vie, presque irréel. Mais à travers tout cela, nous restons dehors, voyant sa vie se reconstruire pièce par pièce sans nous, et nous n'avons personne à blâmer d'autre que nous-mêmes. Mise à jour 9. Un certain temps s'est écoulé à nouveau. Notre fils a quitté la ville. Il a dû voyager pour la chirurgie de greffe de membres dans un centre spécialisé. Il n'est pas parti seul, sa grand-mère et un proche l'ont accompagné. Ils seront là pendant toute l'opération, la récupération, les mois douloureux de thérapie physique. Ils seront témoins du chapitre le plus vulnérable de sa vie pendant que nous restons derrière. Mais avant de partir, il a demandé à nous rencontrer. Je ne vais pas mentir, nous étions nerveux, même effrayés, mais il y avait aussi une partie de nous qui espérait. Peut-être que c'était le début d'une réconciliation. Ma femme et moi sommes en thérapie depuis que tout est arrivé. Les séances nous ont forcés à affronter des choses que nous avions essayé d'enterrer, principalement la manière dont nous traitions nos enfants. Ce fut brutal, mais honnête. Nous avons dû admettre que nous avions favorisé notre fille, que nous avions mis notre fils de côté, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était différent. Dès son plus jeune âge, il a suivi ses passions, la musique, l'écriture, la pensée indépendante. Et plus il grandissait en étant lui-même, moins il correspondait à la version du fils que nous voulions. Nous nous disputions davantage quand il est devenu adolescent. Maintenant, nous savons que ce n'était pas parce qu'il était rebelle,
c'était parce que nous essayions de contrôler quelqu'un que nous aurions dû soutenir. Alors, quand le jour de la réunion est arrivé, nous étions préparés à reconnaître nos fautes, à nous excuser, à supplier si nécessaire. Il est entré dans la pièce en fauteuil roulant, accompagné de sa grand-mère, d'un cousin et, de manière inattendue, d'un avocat. Il avait l'air plus mince, plus vieux, endurci, mais ses yeux étaient clairs. Nous avons commencé par des excuses sincères, douloureuses, mais nous n'avons même pas réalisé que nous avions commencé à nous justifier. Nous étions stressés, nous ne savions pas faire de notre mieux, nous voulions juste le meilleur. Il nous a arrêtés net. « Est-ce que vous vous entendez ?» dit-il. « Vous continuez de le faire, vous continuez de tout ramener à vous. » Il nous a dit qu'il n'avait demandé cette réunion que pour une seule raison, pour finalement tout vider. Il a dit qu'avant, il rêvait de nous rendre fiers. C'est pourquoi il a travaillé si dur en secret pour entrer à l'université. Il se souvenait à quel point il était heureux lorsque la lettre d'acceptation était arrivée dans sa boîte aux lettres. Il s'y était accroché, attendant le moment parfait pour nous la montrer, pour nous montrer qu'il avait de la valeur à nos yeux. Mais ce moment n'est jamais venu. Il a appelé son meilleur ami cette nuit-là, dévasté, et les parents de son ami l'ont invité à célébrer. Des gens qui ont vu sa valeur quand nous ne l'avons pas fait. J'étais en chemin pour me sentir aimé, a-t-il dit, quand quelqu'un m'a percuté et a pris la fuite. C'était la dernière fois que j'avais mes deux jambes. La dernière fois que j'avais ma main droite. Il s'est arrêté un instant. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, il a fallu que je perde des parties de moi-même et que je frôle la mort pour me rendre compte que je ne serai jamais assez pour mes propres parents. Ma femme s'est effondrée en larmes, a essayé de parler, d'expliquer, mais il a levé ce qui restait de son bras droit, l'arrêtant en pleine phrase le moignon, là où sa main était auparavant. « Laissez-moi finir », a-t-il dit avec fermeté. « Je n'ai pas besoin de votre argent. Je ne veux pas de votre aide. J'avais besoin de vous quand je croyais encore que votre amour était conditionnel. Mais maintenant, je sais mieux. » Puis il a ajouté, « Vous avez montré vos vraies couleurs au moment où vous avez dit à Josh de me dire de faire mes valises et de partir pendant que je me vidais de mon sang dans la rue. Cela nous est tombé dessus comme un coup de marteau. » Il a regardé son cousin et a hoché légèrement la tête. « Allons-y. » Alors qu'il l'éloignait dans le fauteuil, il s'est arrêté à la porte et nous a regardés une dernière fois. Je voulais juste des parents qui se soucient de moi. C'était tout ce que j'ai toujours voulu. Et puis il est parti. Son avocat est resté derrière et nous a remis un document, une demande formelle, nous priant de ne plus le contacter à moins qu'il n'en prenne l'initiative. C'est légalement contraignant. Ils nous ont dit de le respecter. Et nous le ferons. Nous devons le faire. Sa grand-mère est également restée après son départ. Nous nous sommes assis là en silence, tous en morceaux. Puis elle a dit quelque chose qui nous a secoués jusqu'au fond. J'ai parlé à mon avocat. Le testament est fait. Votre fils héritera de la majeure partie de mes biens. Toute la famille était d'accord. C'est notarié. Il y avait un psychologue présent. Personne ne le contestera. Elle ne l'a pas dit par rancune. Elle l'a dit avec conviction, parce qu'elle a vu en lui quelque chose que nous avons refusé de voir, une âme résiliente, brillante et bonne, que nous avons passé notre temps à briser petit à petit. Nous avons laissé partir un fils qui ne voulait qu'être aimé, et nous ne pourrons peut-être jamais le récupérer. Mise à jour finale, quelques années ont passé depuis la dernière fois que nous avons parlé à notre fils. Nous n'avons pas entendu sa voix en personne, mais nous l'avons vu en ligne à travers des vidéos, des clips partagés et des moments republiés. Nous l'avons observé de loin pendant qu'il se rétablissait, luttait et reconstruisait sa vie pièce par pièce. La greffe a été un succès. Cela a pris du temps, des mois de thérapie exténuante, de douleur, de réapprentissage des bases, mais il y est parvenu, et il n'était pas seul. La famille du donneur, surtout la sœur, est restée à ses côtés, d'abord comme aidant, puis comme quelque chose de plus. Ils se sont unis dans ces heures les plus sombres, et ce lien s'est approfondi pour devenir spécial. Ils se fréquentent maintenant. Il a décidé de rester dans cette ville après la chirurgie. C'est devenu son nouveau foyer. Il s'est inscrit à une université locale et, grâce à ses performances académiques, il a obtenu une bourse partielle, ironiquement de la même entreprise technologique qui avait initialement offert un stage à notre fille, celui qu'elle a perdu après l'accident. Il construit maintenant sa vie selon ses propres termes. Dans la vidéo la plus récente que nous avons vue, il jouait à nouveau de la guitare, un moment tranquille. Seulement lui, sa petite amie et sa grand-mère,
souriant en arrière-plan pendant que les gens applaudissaient et acclamaient. Une célébration. Nous n'étions pas invités, ni même reconnus, mais nous avons regardé cette vidéo encore et encore. Quant à notre fille, elle est toujours à l'université, elle a réussi à conserver une partie de sa bourse et a décidé de contracter des prêts étudiants pour couvrir le reste. Elle travaille à temps partiel et vit avec des colocataires. Elle a refusé toute aide financière de notre part. Elle nous a dit qu'elle voulait que son frère voie son effort et a également dit qu'elle espérait qu'il puisse un jour lui pardonner. Elle nous a raconté qu'elle voulait prouver qu'elle n'était pas l'enfant en or que tout le monde disait qu'elle était. Elle veut trouver son propre chemin, sa propre identité, sans privilèges, sans raccourcis. Nous respectons cela. Même si ça fait mal, la maison est plus calme maintenant. Il n'y a plus de cris ni de portes qui claquent. Seulement le silence. Un silence lourd et douloureux qui reflète toutes les décisions que nous avons prises. Le fils que nous avons éloigné, celui qui ne voulait que notre amour, notre approbation. Nous n'espérons pas qu'il nous cherche, nous n'espérons pas refaire partie de sa vie, mais nous espérons qu'un jour il pourra nous pardonner. D'ici là, nous porterons cela avec nous chaque jour.